Je me lève à 4 heures du matin. Pas pour aller à l'aéroport, pas pour un rendez-vous médical. Pour faire la queue devant un vide-maison. Je suis organisatrice professionnelle. Je vide des maisons entières, je trie des décennies de vie, je remets de l'ordre là où il n'y en a plus. Et d'habitude, les gens me laissent faire. Mais ce matin-là, c'est moi la cliente. Et j'ai repéré quelque chose dans la liste de la vente. Un bloc. Un simple bloc gris, étiqueté à la main. Laboratoire national d'Idaho. Graphite. Chicago Pile, 1. Mon cœur s'emballe. Je suis à la fois organisatrice et passionnée d'histoire nucléaire. Je travaille dans la non-prolifération nucléaire, j'ai étudié le projet Manhattan, et je cherche ce morceau-là depuis des années. Il est 5 heures du matin. Je plante ma chaise devant la porte. Je ne bouge plus. 9 heures. Les portes s'ouvrent. Je fonce droit vers lui. Ce bloc de graphite, il a été utilisé comme modérateur dans le tout premier réacteur nucléaire de l'histoire. Construit en secret sous les gradins d'un stade de football à l'université de Chicago, pendant la Seconde Guerre mondiale. 45 000 blocs empilés à la main pour ralentir les neutrons. La première fission nucléaire contrôlée de l'humanité. Et là, il était posé sur une table entre une lampe des années 70 et une boîte à chaussures. Je l'ai eu. Ce que je me demande encore aujourd'hui, comment un morceau d'histoire aussi fou s'est-il retrouvé dans cette maison? Et surtout, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? J'ai dit au revoir à cet homme il y a 3 semaines. Et je ne sais toujours pas si je pleure sa mort ou ce qu'il a détruit. Depuis que je suis toute petite, le compagnon de ma grand-mère vivait avec elle à la ferme familiale. Une grande ferme, magnifique, que je dois hériter un jour. Et cet homme, je l'adorais. Il me montrait à pêcher, à faire du pain, il réparait toutes ses mains. Pour moi, c'était un héros. Mais quand j'ai emménagé sur la ferme au début de la vingtaine, j'ai compris. 20 ans qu'il travaillait comme agent d'entretien en ville. Et 20 ans qu'il ramenait tout ce que les gens jetaient. Chaque recoin occupé. Des moisissures. Des souris. Une odeur qui prenait à la gorge dès le portail. Ma grand-mère laissait faire. Toujours la même promesse, avant Noël, avant l'été, sinon je le mets dehors. Une promesse qui ne venait jamais. J'ai essayé de ranger. Ça a créé tellement de tensions que j'ai dû partir. Partir de ma propre ferme. Et puis, le cancer. Fulgurant. Je suis allée le voir une dernière fois. Je l'ai serré dans mes bras, son corps déjà si fragile. Je l'ai remercié pour mon enfance. Et je pleurais sans savoir exactement pourquoi l'amour, la rage, la perte, tout mélangé. Aujourd'hui, ma grand-mère est seule là-bas, entourée de tout ce qu'il a laissé. La semaine prochaine, je prends ma voiture et j'y retourne. Pour la première fois depuis des années, je vais ouvrir chaque porte, chaque placard, chaque bâtiment. Et quelque chose me dit que je ne suis pas prête pour ce que je vais trouver. Vous avez déjà dû ranger l'histoire de quelqu'un qui vous a à la fois aimé et blessé? Comment vous vous en êtes sorti? On ne pouvait plus traverser le salon. 10 ans de vie ensemble, et notre appartement ressemblait à un entrepôt abandonné. Des vêtements empilés jusqu'au plafond, des peluches partout, des décorations qu'on n'avait même jamais déballées. Il restait juste un petit couloir pour rejoindre le lit. Un seul. Ma femme a eu une enfance vraiment difficile. Acheter des jolies choses, c'est sa façon de se protéger, de se réconforter. Je comprends ça. Je l'aime. Mais à un moment, la compassion ne suffit plus quand tu ne peux même plus t'asseoir dans ton propre salon. Il y a 2 ans, elle a enfin reconnu qu'elle était accumulatrice. C'était énorme. Vraiment. Et depuis, elle essaie. Elle essaie de moins acheter, et parfois, elle s'attaque à des affaires pour en jeter. Sauf que voilà. Chaque fois qu'elle s'y met, elle trie. Objet par objet. Un pull. Une vieille boîte. Un porte-clés. Des heures pour remplir à peine un sac. Et elle me regarde avec l'air de quelqu'un qui vient de soulever une montagne. Et moi je dois sourire. Je dois être enthousiaste. Mais comment faire semblant quand rien ne change vraiment? Ce que j'attends, ce n'est pas la perfection. C'est juste, respirer. Pouvoir ouvrir un placard. Avoir un coin de table libre. Quelque chose de concret. Mais là, j'ai l'impression qu'on essaie de vider un océan avec une cuillère. Je l'adore. Je ne veux pas la blesser. Mais à quel moment a-t-on le droit de dire que sa propre santé mentale compte aussi? Vous avez déjà vécu ça avec quelqu'un que vous aimez? En mai, j'ai perdu ma belle-mère. Et 9 jours plus tard, ma propre mère. 9 jours. Comme si le destin avait décidé de tout nous prendre d'un coup. Et très vite, la réalité s'est imposée, il fallait vider leur maison. Toutes les deux. Je suis organisatrice professionnelle. Je vide des foyers toute l'année. Je pensais être blindée. Je ne l'étais pas. Parce que trier les affaires d'une personne qu'on aimait, ce n'est pas ranger. C'est rouvrir chaque souvenir, chaque objet, chaque habitude. Ce pull encore plié. Cette tasse ébréchée qu'elle gardait quand même. Ces petites collections qu'elles avaient construites pendant des décennies. Chaque chose racontait qui elles étaient. Et jeter, donner, vendre, ça ressemblait à les perdre une deuxième fois. Et on avait déjà récupéré des affaires de nos pères,
placée en résidence. Notre maison débordait. On ne pouvait plus rien absorber. Alors on a tout trié. En famille d'abord, pour que chacun prenne ce qui avait du sens. Puis leurs collections sont parties en vente aux enchères parce qu'elles auraient voulu que leurs trésors trouvent des gens qui les apprécient vraiment. Le reste a été donné, en plusieurs trajets, avec un déménageur. Ce que j'ai gardé, moi, des photos de famille. Des objets que mes enfants utiliseront un jour. Mais ce qui m'a le plus frappé au milieu de tout ce chaos, c'est une pensée que je n'arrivais pas à chasser. Et elle a tout changé dans ma façon de voir mes propres affaires. Cette pensée, je ne veux pas infliger ça à mes enfants. Alors dès que je reprends des forces, je vide tout. Est-ce que vous y avez déjà pensé, vous aussi? Dans ce métier, je vide des maisons entières. Des vies entières. Et d'habitude, je reste professionnel. Mais ce jour-là, quelque chose m'a arrêté net. Au fond du garage, derrière des cartons éventrés et une vieille glacière, il y avait une boîte à chaussures. Pussy Rose. Fermée avec un élastique cassé. La bénévole de la vente m'a dit en passant que ça appartenait à un homme âgé, décédé récemment. Grand voyageur, dans les années 70 et 80. Personne ne savait ce qu'il y avait dedans. J'ai soulevé le couvercle. Des pellicules photos. Une vingtaine de rouleaux, encore scellés dans leur emballage d'origine. Jamais développés. Jamais vus par personne. J'ai tout acheté pour 5 €. J'ai cherché un labo qui travaille encore sur ces vieux formats. Ça existe, mais c'est rare. J'ai déposé les rouleaux sans trop y croire. Et puis le technicien m'a rappelé. La majorité des pellicules étaient trop abîmées, trop anciennes. Mais 3 avaient tenu. 3 avaient survécu à 50 ans d'obscurité. Et ce que j'ai vu sur ces photos m'a coupé le souffle. Des stations-service oubliées. Des motels au bord de route qui n'existent plus. Et elle. Une femme, appuyée contre une vieille voiture, qui sourit droit dans l'objectif. Pas de nom. Pas de date. Juste ce sourire, figé pour toujours par quelqu'un qui ne voulait peut-être pas l'oublier. Sa famille n'a jamais vu ces images. Peut-être qu'ils ne sauront jamais qu'elles ont existé. Cette femme sur la photo, qui était-elle vraiment pour lui? Est-ce que vous aussi vous trouveriez cette boîte, ou est-ce que vous la laisseriez partir?